Madame, Monsieur, chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus à votre émission littéraire 4e de couverture. Aujourd'hui, nous accueillons le professeur Oumar Dioum. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie d'avoir bien voulu me permettre de participer à votre émission. Quand on ne sait pas là où on va, il est souvent recommandé de revenir à ses origines, raison pour laquelle nous avons choisi cet ouvrage du professeur Oumar Dioum, Lumière noire de l'humanité. On parle aujourd'hui de mondialisation, on parle de développement. On dit que ce siècle sera africain ou ne sera pas. Mais pour qu'on puisse réellement, quelles seront les opportunités qui seront offertes aux Africains, il est vraiment nécessaire de revenir à la source. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous demandons au professeur Oumar Dioum de nous parler de l'Afrique. Professeur, aujourd'hui, si vous deviez remonter à la source de l'Afrique, qu'allez-vous nous dire? Sans remonter à une source très lointaine, vous avez bien posé le débat. Il faut rappeler aux gens ce que l'Afrique a apporté très récemment à l'humanité. Dans des domaines aussi divers que les inventions, aussi divers que la pratique du sport, aussi divers que la pratique des arts, n'est-ce pas? Par exemple. Et donc, fournir des exemples concrets, précis et récents. Et un de ces exemples, pour mettre les pieds dans le plat, pour plonger vraiment dans notre sujet, c'est quand vous prenez la couverture de ce livre-là, dans 4e de couverture, vous avez ici un natif du Congo-Kinshasa, le professeur Aloïs Kadima, que vous voyez ici, en train de concevoir un robot pédagogique. Et le professeur Kadima est à la retraite depuis 1998. Il a enseigné à l'Université du Québec à Trois-Rivières pendant presque 30 ans. Il a enseigné la robotique de 1970 à 1998. Il a formé 600 ingénieurs en robotique. Il a son entreprise depuis qu'il est à la retraite. Vous avez pu le voir avec des jeunes Québécois, francophones, blancs pour ne pas le dire. Vous avez la photo, en train de fabriquer des robots pédagogiques, n'est-ce pas, pour l'enseignement, n'est-ce pas, de diverses disciplines scientifiques, y compris de la robotique. Et le professeur Kadima est totalement inconnu sur notre continent, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de remonter jusqu'au médecin Imhotep dans l'Antiquité, dans l'Égypte ancienne. Ça, c'est aujourd'hui. Parce que la modernité, ce n'est pas l'occidentalité, c'est la capacité de penser l'actuel, la capacité de penser, n'est-ce pas, de réfléchir sur les problèmes actuels en fonction de données actuelles, en fonction de données passées et en fonction de données donc présentes. Et donc dans cet enseignement de la robotique, n'est-ce pas, où le professeur Kadima a formé 600 ingénieurs, à côté de cela, vous avez pu voir dans un échange de correspondance que j'ai eu avec lui, n'est-ce pas, en 2004, qu'il a inventé la première imprimante électronique de couleur au Québec, dans la province francophone du Québec au Canada. En 1982, vous avez la photo de l'imprimante, vous avez toutes les spécifications. Et mieux que ça, en 1975, le premier micro-ordinateur au Canada et en Amérique du Nord, c'est lui qui l'a inventé, 4 ans avant Apple. Apple de Steve Jobs. C'est un Africain. Absolument, originaire du Congo-Kinshasa, dont l'intelligence, parce que l'intelligence et l'instruction, c'est deux choses différentes. L'intelligence est fondée sur l'observation. Donc l'intelligence et le goût de la physique ont été réveillés par quelque chose qu'il avait remarqué et dont j'ai parlé ici. Quand il était dans son village au Congo-Kinshasa, il avait remarqué que les femmes qui allaient chercher de l'eau, quand elles revenaient, quand elles posaient les bassines ou les seaux d'eau sur leur tête, posaient des feuilles sur l'eau. Et que quelle que soit la manière dont elles marchaient, l'eau ne se renversait jamais. Donc le mouvement de l'eau, n'est-ce pas, l'énergie qui en venait était absorbée par les feuilles et l'eau ne se renversait jamais. Donc il avait déjà un sens physique, un sens de l'observation à partir, n'est-ce pas, de ce qui se passait dans son village. Là, avant même que l'on continue, parce qu'il est important de le rappeler, vous puissiez comprendre l'explication du professeur, parce que sa spécificité est importante de rappeler ça. Le professeur Oumar Dioum est chercheur en réseau de télécommunications, en histoire des Noirs
et il est titulaire d'une philosophie de doctorat en mathématiques de l'ingénieur. Il a été formé à l'École polytechnique de Montréal en 1992, docteur de 3e cycle en mathématiques économiques et économétrie Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 1978. Il est également ingénieur mathématicien École polytechnique fédérale de Lausanne en 1974. Le professeur Omar Djoum a eu plusieurs prix. Nous allons y revenir tout à l'heure pour que vous, internautes et téléspectateurs, puissiez comprendre réellement que notre invité est scientifique de formation, mais également universaliste même d'idées et même de recherche. Alors le professeur Omar Djoum, pour revenir à ce que vous expliquiez tout à l'heure, à part ce professeur qui a fait toutes ces créations, quel enseignement pouvons-nous tirer de ces créations et qui ont servi et qui continuent à servir l'humanité? C'est-à-dire que le premier des tremplins pour le développement d'un peuple, c'est sa culture. C'est pour ça qu'en 2002, ici, en revenant donc du 2e sommet africain des sciences et nouvelles technologies organisé à Nouakchott par le professeur Cheikh Modibo Diarra, qui se trouve dans ce livre ici à la page 148, dans une photo dans mon domicile avec moi en 1999 à Montréal. Ici donc, en 2002, j'ai expliqué le concept de culture tremplin et le concept de culture alibi. Culture alibi où la culture en fait, c'est une manière donc de s'amuser. Le tremplin de la culture, n'est-ce pas, c'est se rappeler que les instruments que nous avions peuvent être utilisés pour penser de manière moderne. C'est ce que un physicien nigérian du nord du Nigeria, Mohamed Ba Abba, qui a inventé le frigidaire sans électricité, n'est-ce pas, mais qui est descendant d'une famille de potiers, de fabricants donc de canaries, n'est-ce pas, à partir de l'argile. Ce frigidaire qu'il a inventé, il a été récompensé par la firme suisse Rolex, la grande firme de montres. Tout le monde connaît Rolex, Omega, Tissot et Longines, pas par un organisme africain, malheureusement. Parce que Rolex a compris la portée de son invention. Parce qu'il a remarqué une chose dont nous nous souvenons tous, en tout cas les gens de ma génération, peut-être que vous ne l'avez pas connu, parce que vous ne connaissez que le frigidaire. Mais nous avons eu la chance de connaître l'évolution depuis le canari, qui était sous l'ombre, avec de l'eau fraîche, n'est-ce pas, jusqu'au frigidaire. Vous vous rappelez que le canari sous l'ombre, l'eau était toujours fraîche, parce que l'argile a une propriété thermique, que quand elle est froide, elle ne se réchauffe que très lentement, n'est-ce pas? Et le principe du fourneau ban ak soufre réciproquement, c'est que quand l'argile est chaude, ande, n'est-ce pas, elle refroidit très lentement, donc ça économise l'énergie. Il a utilisé ce principe, il a mis donc 2 récipients en argile, l'un dans l'autre, l'un à l'intérieur de l'autre. Il a mis du sable entre les deux, il a arrosé le sable d'eau et il a mis des aubergines et qu'il a couvertes. Les aubergines qui, à l'air libre, en temps normal, pourrissent, au bout de 3 jours, se sont conservées pendant 27 jours. 27 jours, 3 au cube. Donc le temps de conservation a été élevé au cube. Et il a été récompensé pour ça, il a reçu $75 000, n'est-ce pas? $75 000, compris Rolex, n'est-ce pas? Pour le récompenser. Et à partir de là, il a donc industrialisé son invention. Pour vous donner, ça c'est encore un autre exemple. D'autres exemples qu'on peut donner. Oui, vous avez donné l'exemple par exemple de Louis Latimer qui est né en 1888 pour disparaître en 1928. Oui. Dans cet ouvrage, nous avons vu que vous dites que parmi les hommes de cette époque, Louis Howard Latimer occupe une place privilégiée. Tout à fait. Il a éclairé de son génie main tunnel obscur de la recherche en électricité pour améliorer l'éclairage par l'ampoule électrique. Il est africain. Aujourd'hui, l'Afrique a des problèmes d'électricité. C'est un Africain américain. C'est son grand-père ou son arrière-grand-père qui est arrivé aux États-Unis comme esclave. Et lui, il faisait partie de l'équipe dont vous avez la photo ici, des pionniers de Thomas Edison. Thomas Edison qui a inventé l'ampoule électrique, effectivement. Mais c'est Louis Howard Latimer qui a inventé le filament de carbone. Le filament de carbone qui, pendant très longtemps, a été le meilleur, n'est-ce pas? Le meilleur, donc, module d'éclairage pour l'ampoule électrique. C'est Louis Howard Latimer qui l'a inventé. Et il y a son numéro de brevet que j'ai donné dans mes premières conférences, parce que j'ai commencé ces conférences-là à Montréal en 1994. Donc il y a 23 ans. Il y a 23 ans, pour les jeunes étudiants africains, haïtiens, n'est-ce pas, noirs anglophones. C'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai reçu en 2003
le premier prix de lauréat du mois de l'histoire des Noirs, ce que eux ils appellent Black History Month, parce que pour eux l'histoire des Noirs est indissociable, que ces Noirs soient africains, qu'ils soient africains-américains, qu'ils soient canadiens. L'essentiel c'est qu'ils ont la même origine africaine. C'est pour ça d'ailleurs que la conférence de Durban en 2001, pour ne pas se focaliser sur l'apparence, le phénotype, la couleur de la peau, les a appelés les afro-descendants, les descendants d'Africains proches ou lointains. Donc, ceux-là sont cités comme exemple dans beaucoup de domaines. Il y a l'histoire de l'étymon, donc, d'ailleurs pendant très longtemps, jusqu'à l'apparition du néon, c'est le filament de carbone qu'il a inventé, qui était le mode d'éclairage, le d'éclairage le plus efficace avec l'ampoule électrique. Exceptionnel. Il fait partie des Edison Pioneers, les pionniers de Thomas Alva Edison. La photo est dedans ici. Ouvrons une parenthèse et parlons de Cheikh Anta Diop. Vous avez parlé de lui lors de nos dernières discussions. Souvent, nous avons vu que vous faites référence à son œuvre exceptionnelle et multidimensionnelle. Aujourd'hui, l'apport de Cheikh Anta Diop. C'est pour ça que je l'ai mis ici au centre de la photo de la page couverture. Vous savez pourquoi? Le 4 avril correspond à la date anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Mais depuis 1985, au Morehouse College, n'est-ce pas, de l'université d'Atlanta, Atlanta en Géorgie, qui est la ville, je dirais, la plus africaine-américaine, n'est-ce pas, des États-Unis, où 52% de la population est noire, d'où origine Andrew Yang, qui était l'ancien représentant des États-Unis aux Nations Unies. Nous avons eu la chance que Cheikh Anta ait été, donc, en avril 1985, quelques mois avant de nous quitter, qu'il ait été l'invité du Morehouse College. Depuis son passage là-bas, le 4 avril est baptisé Cheikh Anta Diop's Day, le jour de Cheikh Anta Diop. Je crois que nous ne le connaissons pas bien. Parce que, non seulement, donc, il y a donné 2 entrevues que vous pouvez trouver dans Internet, avec une Éthiopienne là, qui lui parle au moment où il parle, n'est-ce pas? Mais en plus, Ivan Van Sertima, dont j'ai le livre ici, qui est celui qui a le premier publié l'expédition du Mansa Aboubakri II en 1303, quand l'empereur du Mali Aboubakri II a envoyé des pirogues à la découverte de l'Amérique. Il a été le premier, donc Ivan Van Sertima. Il y a un ouvrage qui s'appelle « Ils y étaient avant Christophe Colomb ». Que j'ai acheté en 1982, n'est-ce pas, à la librairie du Tiers-Mythe, à la rue Cujas à Paris, en 1982, des éditions Flammarion. Ils y étaient avant Christophe Colomb. Mais l'édition anglaise que j'ai aussi, qui est sortie avant, s'appelle They Came Before Columbus. Eh bien, Ivan Van Sertima, il a écrit à Cheikh Anta, dans les proceedings de sa visite, il a écrit à Cheikh Anta, avant de le voir, « You are my father, vous êtes mon père ». Une autre chose, vous avez ici, dans cet ouvrage, une photo lors de mon premier séjour, donc au Brésil en 1991, au 30e congrès de la Société brésilienne de recherche opérationnelle à Rio de Janeiro. Vous avez 2 collègues ghanéens et un collègue nigérian. Le collègue ghanéen, qui était chef du département d'économie de Howard University, Kofi Kissi Dampré, n'est-ce pas, qui porte un Lafa, n'est-ce pas? Kofi, quand j'ai dit mon nom, quand j'ai dit que j'étais d'origine sénégalaise, il m'a dit tout de suite en anglais, « Do you know Cheikh Anta Diop ?» Le Ghanéen. Le Ghana, c'est le pays de Kwame Nkrumah. Il ne m'a pas dit, « Do you know Kwame Nkrumah ?» Et tout le monde connaît Kwame Nkrumah. Et qui il était. Il m'a dit, « Do you know Cheikh Anta Diop ?» Je lui ai dit, « Yes. » Il me tend la main. Il me dit, « Do you know Civilization or Barbarism ?» C'est Civilisation ou Barbarie. C'est la traduction en anglais de son dernier ouvrage, qui est un ouvrage testament, publié en 1980. Je lui dis, « Yes. » Il me dit, « Every night I read it before sleeping. » Chaque nuit, je lis ce livre-là avant de dormir. Donc voilà Cheikh Anta Diop. Et dans son propre pays, je crois que les gens ne connaissent pas son envergure et l'articulation qu'il y a, n'est-ce pas, entre sa formation scientifique et sa qualité d'historien, mais ça vient tout simplement de l'origine du mot histoire. Le mot histoire en grec vient de l'historia. Le mot histoire vient du grec historia. Historia veut dire enquête. Or, l'enquête, c'est la première chose en statistique descriptive. Pour avoir été professeur de statistique et de probabilité, la première fois que j'ai enseigné la statistique, c'est en 1987, il y a plus de 30 ans.
la première courbe qu'on trace en statistique descriptive, après avoir mené une enquête, s'appelle un histogramme. Donc là, dans la racine, il y a le mot histoire. Donc il n'y a rien d'étonnant, n'est-ce pas, que Cheikh Anta, scientifique de formation, soit un historien. Personnellement, moi, c'est par les mathématiques et par le goût de l'histoire, parce que j'ai toujours aimé l'histoire. Quand j'étais au lycée, j'avais un condisciple, d'ailleurs le commandant John pourra le confirmer. Quand nous étions en classe terminale, ici au lycée Blaise Diagne, l'ancien commandant de l'aéroport et le professeur Libas Diop, qui était ministre de l'enseignement supérieur, nous avions donc un condisciple français qui s'appelait Michel Jodon, qui m'appelait historien, alors que nous étions en section de sciences exactes, tellement j'aimais l'histoire. Et cet amour de l'histoire-là, j'y ai été reconnecté par le professeur Jean de Zibenthal, à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, quand j'étais en dernière année, quand nous avons suivi un cours à option d'histoire des mathématiques. C'était un monsieur remarquable, ce professeur de Zibenthal. J'ai parlé de lui d'ailleurs dans une émission, une fois où j'avais été invité dans une chaîne de télévision. Il était blanc, monarchiste, conservateur, mais c'était un intellectuel honnête. C'est avec ce monsieur-là que j'ai eu pour la première fois, en dehors de l'Afrique, par un non-africain, la confirmation de la justesse de ce que Cheikh Anta disait et que je savais déjà. Le professeur de Zimental nous a enseigné que l'historien grec Proclus le Diadoque, au 5e siècle avant Jésus-Christ, avait écrit, il nous a montré les écrits de Proclus le Diadoque, disait que Thalès de Milet, vous vous rappelez tous le théorème de Thalès en géométrie, Proclus le Diadoque a écrit noir sur blanc que Thalès de Milet a été apprendre la géométrie en Égypte, confirmant donc de façon incontestable ce que Cheikh Anta avait écrit depuis longtemps dans Nation Nègre et Culture et dont les gens doutaient ici. Parce que nous avons toujours la fâcheuse idée de douter de nous-mêmes. Il y a un passage de Nation Nègre et Culture, le premier manuscrit où Cheikh Anta dit que ses premières découvertes, quand il a d'ailleurs confié le manuscrit à lire à Paris de Nation Nègre et Culture, c'est Aimé Césaire qui avait accepté. Il a lu le manuscrit en une nuit. Et dans le discours sur le colonialisme, il a dit que c'est le livre le plus audacieux qu'un nègre ait jamais écrit. Et Cheikh Anta a dit à ce propos que nous avions toujours l'habitude de douter de nous-mêmes, de nous dire que c'est trop beau pour être vrai, que c'est pas possible que ça soit nous. C'est comme l'histoire dont nous avions parlé, comme ça dans notre discussion, et qui est dans cet ouvrage de l'invention, n'est-ce pas, du principe de la télégraphie sans fil par l'empereur Ménélique II, l'oncle d'Haïlé Sélassié. Lorsque lors de la première guerre italo-éthiopienne, le 1er mars 1896, quand Ménélique II a écrasé l'armée italienne à la bataille d'Adoua, quand les Italiens sont entrés, parce que c'est l'Érythrée qu'ils avaient occupée depuis 1885-86, quand ils sont entrés depuis la frontière, les Italiens qui avaient 25 000 hommes, un armement ultra moderne, des canons, deux généraux, Baratieri et Dabormida, ils entendaient les Éthiopiens jouer du tam-tam à une distance régulière. Ils ne savaient pas que le Ménélique II connaissait le principe qui régit, n'est-ce pas, la conservation ou l'affaiblissement du son. N'est-ce pas? C'est en raison, n'est-ce pas, l'affaiblissement, le niveau d'affaiblissement du son ou de conservation du son est inversement proportionnel à une certaine puissance de la distance. Et ils connaissaient ça. Et c'est ça le principe de la télégraphie sans fil, n'est-ce pas? Et c'est ce principe-là qui est utilisé dans les réseaux sans fil GSM, n'est-ce pas? Qui font fonctionner votre téléphone portable. Et le livre du soviétique Yakov Perelman, que j'ai cité ici, de passage, où il le dit clairement. Yakov Perelman est un soviétique. Il est né en 1882, il est mort en 1942. Ce n'est ni un Bantou, ni un Soudano-Sahélien, ni un Boshiman. C'est lui qui l'a écrit. Et j'ai le livre ici, d'ailleurs, je vous le montrerai après, dans l'entrevue. Mais je l'ai cité explicitement. Mais nous, quand nous ne savons pas ça, nous avons toujours l'impression que n'importe qui vient ici, c'est lui qui nous a apporté, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de... Souvent nous entendons, surtout nous jeunes de la nouvelle génération, dire que les Africains n'ont rien créé, que l'Afrique est absente en réalité dans l'invention même. C'est totalement faux, ceci le démontre. Ceci le démontre. Et c'est un travail que je mène avec des amis depuis le Canada, qu'on le mène depuis plus de 20 ans. Je vous dis, la première conférence en 1994, j'ai ici le DVD avec moi, n'est-ce pas? Avec le professeur Kalambay, que vous avez dans une photo ici avec le docteur Aboubakar Ly et moi-même. Le professeur Kalambay est congolais. D'ailleurs, le professeur Kalambay dit, et je le cite ici, que le nègre a été tellement aliéné, le noir a été tellement aliéné qu'il pense qu'il n'est même pas responsable de ce qu'il a créé chez lui. Parlons des héros
Nelson Mandela, vous l'avez cité dans cet ouvrage, de manière brève, avant que l'on ne parle des artistes et des sportifs. Nelson Mandela, aujourd'hui, si vous deviez représenter Nelson Mandela aux Africains, suite même au combat qu'il a mené et qui aujourd'hui devrait être une référence pour les jeunes Africains. Qu'est-ce que vous allez dire aux téléspectateurs? J'en parle ici, le philosophe camerounais Sindou Mpokam, c'est lui qui a le premier campé l'intelligence politique et stratégique de Nelson Mandela, qui a su, dans un rapport des forces matérielles qui était défavorable, n'est-ce pas, aux Sud-Africains, donc aux Sud-Africains autochtones, n'est-ce pas, dans un rapport de force matérielle qui leur était défavorable, mobiliser les gens à partir, n'est-ce pas, de méthodes de lutte adaptées, n'est-ce pas. Tout comme d'ailleurs, moi j'ai fait le lien parce qu'il manquait le maillon de la chaîne entre Nelson Mandela et Toussaint Louverture, donc qui avaient la même vision. Il manquait Alioune Diop et j'ai ajouté Alioune Diop, qui était le maillon manquant, n'est-ce pas. Donc ça nous... Vous avez fait un très beau témoignage sur Alioune Diop dans cet ouvrage. C'est ça, c'est la famille d'Alioune Diop qui m'avait approché. C'était au moment du dévoilement de la statue d'Alioune Diop, n'est-ce pas, à l'université Alioune Diop de Bambey en décembre 2013. Et ils m'ont fait cet honneur-là parce que j'avais eu la chance, quand j'étais à Paris de 75 à 78, j'allais régulièrement à la librairie Présence africaine. Et là, vous lui avez dit... Et j'étais frappé par la simplicité rayonnante de cet homme, un homme extraordinaire, d'une dimension exceptionnelle, qui était d'une simplicité, qui vous guidait dans la bibliothèque, n'est-ce pas, qui vous montrait les livres. Quand on compare ça au fait qu'il suffit, chez beaucoup d'entre nous, d'occuper juste une petite position privilégiée pour avoir la tête enflée et vraiment ne plus se comporter normalement. Voyez. Et donc, cette humilité, cette simplicité, et c'est ce qu'on retrouvait chez Cheikh Anta, et c'est ce qu'on retrouve chez Mandela, et c'est ce qu'on retrouve chez l'haïtien Toussaint Louverture, n'est-ce pas? Et maintenant, sur un plan plus transcendant, n'est-ce pas, chez Cheikh Amadou Bamba, Cheikh Amadou Bamba, dont je montre ici que c'est 20 ans avant Gandhi, en 1886, qu'il a théorisé la non-violence comme stratégie de lutte. C'est en 1886. 1886. Alors que Gandhi, c'est en 1906 qu'il a théorisé et pratiqué pour la première fois la non-violence, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, avec le Congrès national indien. N'est-ce pas? Et ça, c'est très important, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Comme sur un autre plan, je parlais de nos grands, de nos illustres, n'est-ce pas, Mme Cheikh Fouti Tal, qui lui est mon homonyme, n'est-ce pas, parce que moi j'appartiens à la famille omarienne, n'est-ce pas, avait une vision stratégique et technique sur le plan scientifique. Si nous avions eu des dirigeants comme ça, au moment de notre indépendance, nous serions aujourd'hui en train de fabriquer des ordinateurs portables et puis des téléphones portables. Il avait en 1860 envisagé d'introduire la culture de la charrue ici. Il avait écrit au sultan du Maroc pour lui envoyer des forgerons et des artisans. Vous vous rendez compte? D'abord, ça aurait été une révolution agricole. Ensuite, la fabrication de la charrue par nos forgerons locaux aurait généré une industrie artisanale locale. Ce que nous n'avons jusqu'à ce présent pas. Ah, nous ne l'avons jusqu'à présent pas. Vous venez de le confirmer. Ensuite, maintenant, ça c'était pour ne pas parler sur le plan militaire, où quand il a eu des forgerons avant la bataille de Tchayawal du 10 au 11 mai 1862, n'est-ce pas, l'armée était à court de munitions. Ces forgerons ont forgé 40 000 balles en 4 nuits. 40 000 balles en 4 nuits, mais il n'avait pas 40 000 forgerons. N'est-ce pas? Il fallait une organisation du travail pour arriver à ça. Donc vous vous rendez compte du niveau de l'organisation du travail que ça a supposé? C'est comme quand on disait, n'est-ce pas, qu'il connaissait exactement le nombre de fois que chaque lettre revenait dans le Coran. Exceptionnel, vous savez, la densité de l'homme ne nous permet pas... Oui. Qui en fait est le premier à pratiquer le travail à la chaîne, que Henry Ford a introduit plus tard dans les automobiles au 19e siècle. C'est l'Allemand Samori Touré le premier, avec ses forgerons, ses chefs forgerons, Kerfala, Kourouma et Siaga Moussa Kaba, qui ont reproduit le fusil Kropatchek, qui était le fusil d'assaut le plus perfectionné de l'époque, un fusil 10 coups de l'armée française. L'Allemand Samori a donc organisé 12 forges
chaque forge produisait une pièce. Les forges de Samori, qui ont été révélées au monde par le professeur Bokoum, qui est le directeur du musée des civilisations noires, qui en 1998 a fait une communication dessus. Mais chaque forge fabriquait une pièce. Et à la 12e forge, le fusil était rassemblé. C'est ça le principe du travail à la chaîne. Donc c'est lui qui est l'inventeur. Et ça, j'en parle en double titre. D'abord comme spécialiste, comme chercheur en recherche opérationnelle. J'ai eu le premier prix de la Société canadienne de recherche opérationnelle. Et ensuite comme étudiant. Quand j'étais étudiant à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, il m'est arrivé pendant les vacances de travailler moi à la chaîne pour gagner de l'argent supplémentaire pour l'ajouter à ma bourse. J'ai travaillé à Zurich. Le tapis roulant arrivait. À l'époque, c'était les bottins téléphoniques, là, et les couvertures en carton. Le travail à la chaîne, le tapis roulant arrivait venait pousser des bottins téléphoniques. Il fallait rapidement prendre des bottins défectueux et les jeter dans un bac. Donc, le travail à la chaîne, je connais. Donc, nous avions eu tous cela. Tout cela, nous avions eu. Et pour terminer en logique, la logique, n'est-ce pas, binaire 0-1, la logique est liée à la langue maternelle et à la culture. Lorsqu'un petit Français ou un petit Anglais dit à son père, « Papa, c'est pas vrai, tu mens », ce n'est pas parce qu'il est impoli, c'est parce que la logique de sa langue, c'est 0 ou 1, oui ou non, vrai ou faux. Les lampes que vous voyez là, allumées ou éteintes. Mais nous avons une autre logique qui est plus riche. Nous avons une logique à 3 états. Oui, oui, mais et non. Quand vous êtes en face de votre père, quand il dit quelque chose qui n'est pas vrai, vous lui dites, papa, tu as raison, mais... Et moi, j'ai eu la chance, encore une fois, je reviens à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, toujours c'est suisse, l'école où a été inventée d'ailleurs la première souris optique, par un de mes anciens professeurs. La première souris optique, la souris optique que vous utilisez là, a été inventée par Jean-Daniel Nicou, qui était professeur de calculatrice digitale à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. N'est-ce pas? Moi, j'ai fait l'option système logique et machine séquentielle. C'est dans cette option-là que j'ai découvert, que j'ai redécouvert le fait que nous, notre logique, c'est 3 états. Exceptionnel. Madame, Monsieur, c'est presque la fin de l'émission. Merci beaucoup, professeur Dioum. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez vu la densité de l'homme, je vous l'avais dit tout à l'heure, ne nous permettait pas vraiment de pouvoir parler de tout ce dont il a écrit et qu'il a parlé dans cet ouvrage. En tout cas, c'était un plaisir de l'inviter et de discuter avec lui. Sûrement, prochainement, nous aurons également échangé sur d'autres aspects, car je le rappelle, le professeur Dioum, au-delà de sa formation de mathématicien et aussi d'historien également, c'est quelqu'un qui a des compétences et connaissances dans le domaine du sport. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.